star de nos soirées d'été, le vin rosé est aujourd'hui le vin à la mode. Sa consommation en France a été multipliée par 3 en 25 ans et dépasse même aujourd'hui celle du vin blanc. Et cet engouement est mondial, les Américains notamment en sont fous. Dans ce dernier millésime de la saison, nous allons donc nous intéresser à ce vin frais et léger, savoir comment il est fait, par qui, quel goût il a, quelles sont ses caractéristiques et tout cela en Bourgogne et ailleurs. Pancake, ice cream, French fries, hamburger, milkshake, donuts and chocolate. Carrot, radish, cabbage, celery, whole wheat sandwich and cucumber. Pour commencer, c'est à quelques kilomètres au sud de Dijon que nous nous rendons, à Marsanne-la-Côte. Les vignerons y produisent un rosé bourguignon qui bénéficie d'une AOC Village. C'est la seule de ce type en Bourgogne. Pour en savoir plus, nous avons rendez-vous avec Bruno Clerc, dont le grand-père a participé à la création de cette appellation. Et ça, c'est la pousse de cette nuit. Aussi grand que ça? Ouais. Donc là, on va atteindre des pousses qui peuvent aller jusqu'à 6-7 cm par jour. 8 heures, comme tous les matins en cette période, Bruno Clerc et ses salariés sont à pied d'œuvre pour relever les vignes. Une opération qui consiste à emprisonner dans des fils de fer ces lianes que constituent les pousses de vigne. Ça, c'est pour protéger les tailles du vent et de pouvoir travailler aussi dans les vignes. Mais c'est surtout aussi pour les protéger. Parce que les deux cépages qu'on a, Pinot comme Chardonnay, sont des cépages qui sont extrêmement fragiles. Ici, c'est une vigne dédiée au chardonnay pour faire des vins blancs. Mais à Marsanne, 3 couleurs sont autorisées en appellation village, blanc, rouge et rosé. 3 couleurs qui ont gagné leur lettre de noblesse en 1987 avec l'AOC, au terme d'une histoire que Bruno Clerc connaît bien. C'est une vigne qui a été plantée en 1926. Ça fait partie des vignes qui ont été replantées après la guerre de 14. Il faut savoir que Marsanne, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, était planté en Pinot. Mais au XIXe siècle, les vignerons de Chenauve, Marsanne, Couchet, c'est-à-dire les villages qui étaient proches de Dijon, avec l'expansion de la ville de Dijon, on trouvait plus intéressant économiquement de repasser au gamay. Gamay qui était normalement un cépage interdit. Le gamay, en effet, peu adapté au sol, faisait des vins abondants mais de médiocre qualité. Ils se vendirent bien à Dijon, jusqu'à ce que la crise du phylloxéra puis la Première Guerre mondiale ne remettent tout en question. C'est mon grand-père, donc Joseph Clerc, qui était vigneron à Centenay et qui s'est marié avec une jeune fille de Marsanne, qui en revenant de la guerre a trouvé un vignoble en très mauvais état. Le peu de vignes survivants à la guerre de 14 étant cépagés toujours en gamay, il a poussé à replanter du pinot noir et en disant maintenant il ne faut plus s'écarter de ça parce que nos terroirs sont très bons et véritablement le gamay n'a aucun avenir et on va disparaître si jamais on ne revient pas au pinot noir. Alors Marsanne, Couchet, Chenauve n'étant pas connus pour leur vin rouge issu de Pinot, puisque oublié depuis un siècle. Du coup, son idée était de dire, tiens, si on faisait un produit original, et si on vinifiait le Pinot Noir en rosé. Et c'est comme ça qu'est née en 1919 la première pressée de Pinot Noir pour faire du rosé. Aidé par un sommelier dijonnais réputé, Joseph Clerc réussit son pari. Le rosé de Marsanne est vite reconnu et sauve le vignoble. C'est cette histoire que perpétue Bruno Clerc en prenant soin de ce rosé, qui pour lui est un vrai vin fait avec de bons raisins, élaboré avec soin, comme si c'était du rouge, mais en combinant les 2 techniques habituelles utilisées pour faire du rosé. La première consiste à presser directement les raisins, ce qui va donner un gris en fait, c'est-à-dire que la pression exercée sur la peau va teinter légèrement le jus du pinot noir, parce que vous savez que le pinot noir à la peau rouge met le jus blanc. L'avantage de ce genre de rosé, c'est que c'est extrêmement fruité. Ça n'a pas vraiment du corps, mais c'est vraiment le fruit qui est recherché. La seconde méthode, c'est des rosés de macération, c'est-à-dire qu'on va prendre des raisins, les mettre dans les cuves comme celle-ci, les laisser pendant 24 heures, 36 heures, 48 heures, 72 heures, voire plus, de façon à ce que la peau du raisin donne à la fois de la couleur et aussi un peu de consistance, donc pour faire un rosé un peu plus vineux.
Il y a le fruit, la couleur est correcte. Ça aurait pu être un petit peu plus soutenu, mais bon. À Marsanais, aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques vignerons à faire du rosé. Mais c'est un vin dont Bruno Clerc est fier et qui, 90 ans après le pari fou de son grand-père, fait partie sans conteste pour lui de la grande famille des vins. Aujourd'hui, on trouve pratiquement que de bons rosés partout. Il y a eu un changement radical dans la façon d'approcher le rosé. Parce qu'avant, ça faisait très moche d'inviter quelqu'un puis de dire « Tiens, je t'offre du rosé ». Bon, quand même, tu nous offres autre chose. Aujourd'hui, non, c'est presque noble d'offrir un bon rosé à table. Sandwich and cucumber, cucumber. Le premier producteur mondial de vin rosé, c'est la Provence, avec près de 7 millions d'hectolitres produits chaque année dans cette région, où certains vignerons, pour profiter de ce succès du vin rosé, n'ont pas hésité à investir beaucoup d'argent pour élaborer des vins rosés de plus en plus haut de gamme. Je vous fais visiter le château? Venez, c'est une belle bâtisse. Un petit air de Toscane à quelques kilomètres de Draguignan. Voilà 8 ans que Sacha Lichine a racheté le château d'Esclans pour surfer sur la vague rose. Voilà, alors ici nous rentrons dans la chapelle du château, ce château date, les bas-fonds datent du Moyen-Âge en fait. Pas très catholique, mais l'histoire des rosés produits par Sacha Lichine commence au-dessus de l'hôtel des angelots qui chuchotent et qui donneront leur nom au plus vendu de ces rosés, le Whispering Angels. On a démarré en 2006 avec 120 000 bouteilles, on fait 1,5 million maintenant. Et on est en rupture de stock en permanence. Le marché principal aujourd'hui, c'est le marché américain, où à peu près 50% de notre production y va. Et finalement, c'est devenu le Côte de Provence le plus importé ou le plus exporté, je dirais, de la France aujourd'hui, comme marque. Un rosé qui en cache un autre, plus réputé encore. Sacha est un enfant de Bacchus, héritier du château Prieuré-Lichine, un domaine situé à Margaux, dans le Bordelais, qu'il revend pour s'installer en Provence. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on passe un peu dans la vieille vigne. Avec une idée bien précise en tête. On voulait faire le plus grand rosé du monde. Surtout, on voulait faire une différence un peu dans une catégorie qui était un peu sous-estimée et qui était toujours pris un peu comme étant un vin d'été facile et peut-être pas du vrai vin. Et ce qu'on a voulu surtout, c'est d'essayer de faire du vrai vin. Dans sa quête de l'excellence, Sacha Lichine s'adjoint les services d'un des plus fameux œnologues de Bordeaux. Patrick Léon a travaillé sur les plus grands crus comme le Mouton Rothschild ou Opus One en Californie. Tout est vendangé non seulement à la main, mais vous avez vu dans des petites cagettes. Ce sont des petites cagettes qui font 9 à 10 kilos de raisin. La raison, c'est que je veux avoir au chai un raisin parfaitement intact, qui soit dans les mêmes conditions sanitaires et physiques qu'il est sur le pied de vigne. Donc il ne faut pas de transfert, je ne veux pas d'éclatement des baies, il ne faut pas que le jus se libère, il faut viser toute oxydation. Une vinification ultra moderne. Au château, 20 millions d'euros ont été investis en 8 ans. Pour obtenir du rosé, à la différence du rouge, il faut raccourcir les temps de macération. Autrement dit, éviter le plus possible le contact entre la peau du raisin et son jus. Le froid permet aussi de bloquer ce processus. Après le tri, les raisins sont envoyés au pressoir, puis les jus seront stockés dans des cuves inox réfrigérées avant d'être dirigés pour 5 mois vers un dortoir en chêne. Ici, vous voyez cette salle de fût est vraiment très particulière et je peux dire unique au monde. Chaque barrique est considérée comme un récipient vinaire indépendant et on est capable de faire monter cette barrique à 14 degrés, celle à 16, celle à 18, comme on veut. Et dans chaque fût, il y a un échangeur. Vous voyez, c'est un tube souple en inox dans lequel circule de l'eau froide glycolée. Objectif, maîtriser la couleur et accentuer les arômes. Le résultat,
Le voici, un rosé capable de vieillir 4 ou 5 ans, le plus cher du monde, 90 € la bouteille pour une production minimaliste. Sa notoriété permet surtout d'écouler les autres vins du domaine. Au château d'Esclans, l'histoire a rencontré le marketing. Nous quittons la Provence pour la Saône-et-Loire. Nous avons rendez-vous dans une cave coopérative. Connue surtout pour ses vins blancs, elle produit depuis une bonne dizaine d'années du vin rosé. Au départ, l'idée était d'élargir sa gamme et de toucher ainsi un public plus jeune. Aujourd'hui, c'est une production incontournable. On est sur la commune de Charnay-les-Mâcons, au lieu dit Le Changrier. C'est une parcelle qui est très bien exposée. On est sur le cépage Gamay, donc qui est destiné au Mâcon rouge ou Mâcon rosé, puisque c'est la même appellation. Et c'est des raisins qui sont très aptes à faire du rosé. Jérôme Chevalier est un des 80 coopérateurs de la cave de Charnay. Comme beaucoup de ses collègues, il consacre un certain nombre de parcelles au Gamay. Les vignes les plus vieilles qui donnent des jus plus concentrés, plus aromatiques sont réservées au vin rouge. Les parcelles les plus jeunes au vin rosé. C'est une vigne qui a un terrain particulier, on est enherbé, donc on maîtrise un petit peu le rendement. Des raisins petits, avec une couleur déjà à la base naturelle, parce qu'il n'y a pas de fermentation, c'est directement pressuré quand on vendange. Et voilà, donc il y a un petit peu de couleur, mais pas trop. Extraire la couleur, ça c'est la mission de Michael Daffré, le maître de chai, en plein nettoyage pour préparer la prochaine vendange. C'est en effet dans ces cuves que les jus pour le rosé seront mis à macérer pendant au maximum 48 heures. Une élaboration rapide, mais très technique. Ce qui est plus difficile, c'est la couleur. Donc là, c'est technique et je ne veux pas vous cacher qu'on se bagarre chaque année pour avoir la plus jolie couleur possible. Généralement, on y arrive et après, c'est vrai que ça évolue, des fois pas vraiment comme on le souhaite. Généralement, on est plutôt sur des rosés plutôt clairs, plutôt pâles que foncés. Donc le but est vraiment de rentrer le plus vite possible pour justement pas trop avoir de couleur parce qu'après, dans le temps, c'est plutôt gênant. Alors, Mâcon rosé 2013. Le rosé n'est pas un vin tout à fait comme les autres ici où l'on est habitué au blanc. Marilyn Vandel, la responsable de la boutique, le sait bien. Elle n'hésite donc jamais à proposer une dégustation de rosé à ses clients. Alors, Bien doux, j'aime bien les rosés. c'est frais, c'est fruité. Je suis pas très fan de rosé, moi, parce que moi, je suis une Charnay aussi. Les blancs, c'est les blancs chez nous, donc. Mais les rosés, il y a une époque où, quand vous avez commencé, c'était. Mais maintenant, c'est vrai que ça a bien évolué, hein, c'est agréable à boire. Pour avoir plus de chance encore de séduire les consommateurs, la cave de Charnay a utilisé la recette des Provençaux en misant sur le marketing. Nos produits phares sont quand même les blancs, plutôt les blancs. Après, on fait une bouteille en Mâcon rosé, voilà, qui est la bouteille givrée. C'est une façon d'attirer l'œil, voilà. Et ça marche, le vin rosé ne représente que 5% de la production de la cave, mais le nombre de parcelles dédiées à ce vin ne cesse d'augmenter. Wheat and cucumber, cucumber. Retour en Provence où tout a été fait pour que le rosé plaise aux consommateurs. Ainsi, dans le Var, un centre technique propose ses conseils aux vignerons du monde entier pour faire de bons rosés. Tout y est abordé, même la couleur du vin. Groseille, framboise ou pêche, désormais les rosés s'habillent en pastel. Des couleurs obtenues par la maîtrise du froid lors des vendanges et de la vinification. Le laboratoire du Centre de recherche du rosé donne les grandes tendances et les outils pour les obtenir. Des couleurs très mercantiles. La couleur joue beaucoup parce qu'elle attire ou pas le consommateur, elle attire ou pas l'acte d'achat. Donc effectivement, sur le plan marketing, c'est quelque chose d'important. Mais je pense que la magie de ces rosés pâles, et notamment des Provences, c'est qu'on a l'impression que finalement, ils ne vont pas avoir énormément de goût, parce qu'ils sont très légers, parfois ils ressemblent quasiment à de l'eau. Et en fait, on est très surpris ensuite par la puissance des arômes qu'ils dégagent et par le goût très intense que ce rosé produit. Alors nous sommes dans la cave du Centre du Rosé où nous stockons tous nos échantillons que nous avons élaborés en 2013, 320 rosés différents. Une cave expérimentale qui permet aux scientifiques d'apporter des réponses précises aux questions des viticulteurs de rosé du monde entier. Alors les questions donc, des vignerons sont nombreuses.
peuvent porter sur la nature du terroir sur lequel leur vigne est installée, sur la date de récolte idéale pour faire un rosé de très belle expression, à quelle température dois-je refroidir les raisins pour qu'ils donnent des jus de qualité, comment manipuler ce pressoir dans la cave qui est un instrument très important duquel coule le jus, ce jus d'une couleur pâle qui va donner ce rosé pâle que nous aimons ensuite, comment piloter tous ces appareils qui sont en cave, tout ce savoir-faire dédié au vin rosé. Wheat and cucumber, cucumber. Bonjour Lilian. Bonjour Muriel. Vous avez mis la chemise adéquate? C'est la couleur du jour. Tout à fait. Alors justement, ce fameux rosé qui a tellement de succès, on peut se poser la question, pourquoi en Bourgogne, on ne surfe pas sur cette mode du rosé? Il n'y a pas vraiment de raison de se diversifier sur du rosé, alors que la demande pour les grands vins blancs, les grands vins rouges, elle est déjà à peu près supérieure à l'offre, en tout cas sur les grands vins. Et puis ensuite, parce que les vins de Bourgogne, c'est des vins qui coûtent cher à produire. On mécanise très peu ici, le terrain coûte très cher, donc si on faisait des rosés sur les sols prestigieux, on se retrouverait avec des vins qui n'auraient pas de place sur le marché, parce que finalement, ils coûteraient beaucoup plus cher que le prix moyen du rosé. Il y a une zone en Bourgogne où on le fait, c'est le sud de la Bourgogne, c'est le Mâconnais, parce qu'il y a de la terre, parce qu'elle est moins chère, et puis parce qu'on ne va pas abîmer l'image des grands crus en faisant par exemple des mâcons rosés. C'est aussi pour ça que ça se développe là-bas. Alors vous parlez du sud de la Bourgogne, on n'est pas loin du Beaujolais. On a bien vu ce que le succès du Beaujolais nouveau avait eu comme conséquence sur les Beaujolais en général. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le rosé? Le risque pour les Bourguignons, ce serait par exemple de se mettre à produire massivement énormément de rosé, je ne sais pas, à Meursault ou à Gevrey-Chambertin. Ça ne va pas arriver, je vous rassure. Le cas du Beaujolais nouveau, il est très spécifique puisque le Beaujolais nouveau, c'est à peu près 30% de la production du Beaujolais. La profession a mis l'essentiel de sa communication sur ces 30% et a du coup fait disparaître complètement dans l'esprit des amateurs les crus du Beaujolais qui étaient le cœur, le prestige du Beaujolais. C'est une erreur à raconter dans toutes les écoles de marketing à peu de choses près. Et aujourd'hui, on en revient. La situation de la Provence, qui est le cœur du rosé français, ça n'a rien à voir. La Provence, c'est le rosé, c'est les vacances, c'est l'été. Et en même temps, en Provence, 80% du vin produit, c'est du rosé. Donc le modèle économique, il correspond exactement à l'image que les gens en ont. Rien va changer. Et surtout, rien va changer parce que l'été et l'envie de vacances, c'est quelque chose qui revient très régulièrement tous les ans. Tous les ans. À peu près maintenant. Alors, une question pour finir. Est-ce qu'il faut céder à ces sirènes du rosé ou au contraire, est-ce qu'il ne faut pas en boire en se disant que la tradition et ce qu'on sait faire en France, c'est le blanc et le rouge? Vous avez vu ma chemise? Donc c'est un début de réponse. Voilà, c'est un début de réponse. Plus sérieusement, c'est vrai que sur le rosé, les gens parfois se disputent. C'est étonnant. On va se trouver avec des gens qui détestent absolument le rosé, qui considèrent même que c'est pas du vin. C'est vrai que d'un certain côté, on pourrait dire que c'est pas le vin tel que certains l'entendent. Le rosé, c'est assez technique à faire, ça se fait vite, ça exprime pas de terroir, ça vieillit pas. Donc on est dans une immédiateté du plaisir, mais c'est aussi pour ça qu'il y a un certain nombre d'amateurs aujourd'hui, de gens qui aiment ça, justement. Parce que c'est une façon de consommer du vin d'une autre manière, un peu moins sérieusement, en se prenant pas la tête, autour de la convivialité, puis du moment, voilà, on est sur une terrasse, on est bien. Donc ça correspond aussi à l'évolution des modes de consommation. Mais il faut dire aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui se rejoignent là-dessus, parce qu'il y a eu techniquement beaucoup de progrès sur le rosé ces dernières années, où beaucoup de producteurs ont eu envie de faire du rosé comme ils faisaient de bons vins rouges et de bons vins blancs. Et donc on y vient plus facilement, on peut y prendre plus de plaisir sans négliger l'intérêt pour les accords mévins aujourd'hui, qui se développe énormément. Et là, le rosé présente un certain nombre d'intérêts justement sur les accords mévins. Merci Lilian. De rien, de rien. Il n'y a pas que les Français qui sont amateurs de rosé, les Américains en consomment également de plus en plus. Et à ce jeu, ce sont les vins rosés français qui en profitent. Pour vous en donner la preuve, je vous emmène dans un bar à vin sur la côte ouest des États-Unis. San Francisco, la plus française des villes américaines. Un climat méditerranéen, le goût du vin et des bonnes tables aussi. 60 000 Français s'y sont déjà expatriés. Ici, comme dans le reste des États-Unis, le marché du rosé de Provence a littéralement explosé. Le pays du cola est désormais le premier importateur de rosé de Provence. Pourquoi le rosé est-il si populaire ici? C'est d'abord parce que c'est français. Et les gens adorent la France. C'est comme boire du soleil. Ça fait durer l'été toute l'année. Juste un peu de rosé, sous un patio, avec des glaçons.
Voilà 4 ans que les rosés de Provence ont fait leur apparition dans cet établissement. Un incontournable. Dès les premiers rayons de soleil, entre 15 et 20 bouteilles sont vendues ici tous les jours à des consommateurs de plus en plus avertis. J'ai essayé les rosés américains. Comme je vis à Los Angeles, donc je vais souvent dans les vignobles de Napa Valley. Mais je ne les apprécie pas autant que les vins rosés de Provence. Ils sont plus forts, plus foncés, avec un arrière-goût de cerise, alors que je préfère le côté léger et frais des vins du sud de la France. Le rosé, c'est l'accord quasi parfait avec le barbecue. Oui, mais on l'a vu dans cette émission, il n'existe pas un, mais des rosés. On peut donc imaginer des accords mets et vins bien plus riches. Nous sommes allés voir un sommelier pour savoir ce qu'il en pensait. Et puis nous avons demandé aussi à un chef de nous faire des propositions. Voici donc 4 plats de l'entrée au dessert avec lesquels il est possible de servir un ou des vins rosés. Alors là, j'ai préparé une petite salade fraîcheur avec des petites rondelles de concombre, des gambas qu'on a fait simplement snacker sur la plancha, des asperges blanchies et revenues au beurre, et une petite salade mesclun juste assaisonnée avec balsamique, huile. En entrée, on a une belle salade fraîcheur sur des légumes croquants. Il faut plutôt aller chercher des vins un petit peu souples avec une aromatique intense. C'est le cas des vins méditerranéens, comme celui-ci. Voilà, des vins frais, aromatiques et faciles à boire. Et qu'est-ce qui marche bien avec le plat alors ? Eh bien, le côté fruité que l'on peut trouver dans le légume, dans le fruit, dans le côté croquant de ce plat qui se retrouve dans le vin. On a un fruité agréable, on est sur les arômes de fraises, on a un côté désaltérant qui donne aussi la correspondance entre les deux. Alors là, je vous ai préparé un doux de cabillaud poêlé. Donc on l'a fait rôtir sur la plancha, accompagné de petites tagliatelles de légumes aux herbes. C'est un plat léger, genre c'est ce qu'ils recherchent l'été, manger light. Le poisson présente des notes iodées, la sauce qui est soit de la ciboulette, de l'aneth, des arômes autour de l'agrume, autour de la fraîcheur. Dans ces cas-là, je vais privilégier des rosés qui ont une belle acidité, qui viennent de régions fraîches. Par exemple, d'Irouléguy, qui est une appellation du Pays Basque, et donc qui donne ici des vins justement sur le côté tendu du vin, une minéralité qui est assez pointue, ciselée, qui donne un vin vraiment vif. Alors, je vous ai préparé des petites côtelettes d'agneau qu'on a fait rôtir et accompagné des petits cailloux de courgettes farcis d'une petite ratatouille et un jus au poivron rouge. L'agneau est une viande assez goûteuse. Fabien, notre chef, l'a relevé avec une sauce au poivron en rouge qui vraiment donne de la saveur. Dans ces cas-là, il faut aller chercher des rosés qui ont un peu plus de mâche, de matière, ce qu'on appelle les rosins plus vineux. Et dans ces cas-là, moi j'aime bien toujours proposer un accord régional qui serait soit la Provence avec des bandoles par exemple, ou forcément un petit clin d'œil à la Bourgogne, puisqu'à Marsanais, ça reste quand même la patrie du rosé en Bourgogne. On a souvent tendance à chercher n'importe quel rosé pour des plats, et je trouve que des fois, parfois, le rosé passe à travers l'accord. Le rosé est trop léger, les gens malheureusement le marient avec des glaçons, alors que voilà, un rosé servi à bonne température qui a des notions de terroir, des notions de rondeur, de densité, sont nécessaires pour des plats savoureux et goûteux. C'est une soupe de fraises avec sa petite mousse et quelques fraises découpées en quartiers pour compléter. Bon, c'est un dessert léger, simple, efficace. On a un dessert sur la fraise, donc on a des notes
plus douces, plus sucrées. Dans ces cas-là, il faut plutôt aller sur des rosés qui ont un peu plus de sucrosité. Donc c'est des demi-secs dans ce cas-là. C'est un rosé de Loire, le Cabernet d'Anjou, qui va donner forcément avec ses arômes fraises écrasés, ce côté suave et doucereux, un très bon accord puisqu'on va retrouver les mêmes arômes et les mêmes textures dans le plat. Si je dois conseiller un rosé pour l'ensemble du repas, j'irai chercher peut-être un rosé de Provence qui ont vraiment cette fraîcheur, ce parfum, cette douceur qui peut s'accorder sur tous les plats. C'est la fin de l'émission, la fin de la saison. En espérant vous retrouver nombreux à la rentrée, au nom de toute l'équipe de Millésime, je vous souhaite un très bel été.